Hey, bonjour tout le monde. Bienvenue à la dernière émission de l'Entre-deux, émission numéro 11. Et aujourd'hui, on va parler de Bitcoin, on va parler de géopolitique, on va parler aussi de ce qui se passe avec les BRICS. Et aussi, on va parler d'économie parce que ça bouge. On est en période juste avant les élections. Et aussi, je vais vous parler du mot de la fin qui se trouve à être équilibrium. OK? Donc, équilibre. D'accord? Et c'est ça. Donc, je ne sais pas si vous voyez mon nouveau chandail que je me suis commandé. OK? C'est marqué Fuck the Central Bank. Et plus vous écoutez mon émission, plus vous allez savoir pourquoi on commence à détecter que c'est les banques centrales qui vraiment foutent la pagaille. D'accord? Donc, c'est ça. On va vous parler de tout ça. Donc, je vous reviens avec la capsule sur le Bitcoin. Ok, c'est parti mon kiki pour l'émission, le segment Bitcoin. Donc aujourd'hui, je regarde sur CoinGecko, c'est un exchanger. En fin de compte, c'est une plateforme qui donne des très bonnes informations sur le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. CoinGecko. Je vais vous le mettre dans les favoris. Aujourd'hui, on est quoi? On se trouve à être le 16 octobre. Et il est à 68. Il s'en va à 69 000 depuis une semaine. Je vous dirais que le Bitcoin est passé de 58 000 à plus de 68 000. Donc, il a gagné pas loin de 10 000 dollars. Et c'est parti pour de bon. Il y a beaucoup de choses qui font en sorte que le Bitcoin est en train d'aller à la hausse. Est-ce qu'on est en train de prévoir les prochaines élections? Selon les derniers sondages, Kamala Harris est en perte de vitesse. Et pourquoi je vous parle des élections? Parce que ceux qui ne le savent pas, mais dans mes dernières émissions, je parlais du fait que Trump est un pro-crypto, un pro-Bitcoin. Donc les gens voient ça d'une façon très favorable. Mais il n'y a pas que Trump, parce qu'au niveau mondial, les grandes firmes des grandes sociétés de ce monde sont en train de s'investir de plus en plus. Et on parle déjà que d'ici quelques mois, d'ici quelques temps, le Bitcoin va se faire de plus en plus rare, même sur les exchangers. N'oubliez pas que plus de 60 à 70% du Bitcoin ne bouge pas. Donc on parle juste d'un 30% à peine. Et encore là, je suis très généreux parce que Michael Saylor avec MicroStrategy et aussi avec les ETF de BlackRock, ainsi aussi avec le Bhoutan, le Qatar, le Salvador et d'autres pays sont en train de s'investir de plus en plus. Et on vient d'apprendre que d'autres firmes, surtout Samara, qui est une firme allemande, va utiliser la même stratégie que MicroStrategy, donc de Michael Saylor, c'est d'utiliser la dette, le fiat money, pour se gagner en Bitcoin. Et en tout cas, ça commence à faire des petits, comme on dit, la stratégie de Michael Saylor. Donc, les entreprises commencent à avoir de plus en plus de l'actif Bitcoin dans leur livre. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte que de toute façon, l'économie est en train de partir en vrille. Ok, je dirais pas un autre mot. J'essaie d'être cool. Déjà que mon chandail affiche mes couleurs, que ceux qui me connaissent, vous savez qu'est-ce que je pense de qu'est-ce qui se passe présentement dans le monde. Mais on va rester professionnel, ok? On va se retenir. Mais l'important est de savoir que l'économie, la géopolitique, les élections, ça affecte aussi le Bitcoin, d'accord? Et ces derniers temps, je voulais aussi vous parler sur un article qui nous est tombé de Zero Edge. Pour ceux qui ne savent pas, Zero Edge, ceux qui font du trading, si vous faites la crypto, du trading, je vous suggère fortement de suivre le, le blog de Zero Edge parce que tous les traders voient les tendances, voient comment ça peut affecter l'or, comment ça peut affecter les cryptos et le Bitcoin, d'accord? Donc, parce que les nouvelles économiques, bien sûr, tout est un écosystème, ok, que vous le vouliez ou pas, ok? L'économie, la bourse, les cryptos, ça fait partie de l'écosystème. Pourquoi? C'est l'activité humaine. OK? Et on a parlé ici dans Zero Edge la comparaison du Bitcoin contre d'autres major asset classes, ça veut dire contre d'autres actifs dans le monde.
contre-exemple, le SP 500, OK, les fonds agrégés, l'index contre le Dow Jones, OK, contre les marchés émergents du Dow Jones, OK, et aussi contre le SP 500 en général sur le retour du SP 500 dans les plus grosses 500 plus grosses firmes comparativement au Bitcoin depuis 2013, donc aller jusqu'à 2023. OK, donc on parle d'une dizaine d'années. Alors, si on fait la comparaison entre le Bitcoin, OK, qui s'est classé parmi toutes ces firmes-là, je vous dirais que je regarde ça, il n'y a que 3 années dans les 10 dernières années où le Bitcoin n'était pas le top rendement. Je vais afficher le petit tableau et c'est quand même très révélateur parce que les grandes firmes de ce monde commencent à vraiment, puis c'est déjà commencé, OK, à mettre le Bitcoin vraiment dans leur actif, dans leur livre. Et le Bitcoin a cessé d'être une valeur, je vous dirais, spéculative, a cessé d'être une crypto, une technologie marginale. Aujourd'hui, c'est rendu mainstream et les banques et les pays sont en train d'acheter. Donc, la question ne se pose pas. Donc, au cours des 10 dernières années, eh bien, le Bitcoin a battu le SP 500 7 fois. OK? Wow! C'est quelque chose. Il y a aussi un autre petit tableau que j'ai vu passer et ça m'a vraiment impressionné. Et je tenais à vous le partager parce que souvent les gens disent oui, mais c'est une valeur spéculative et puis quand même, faut faire attention. Juste vous dire que les statistiques sont là. OK? En 2016, parce que beaucoup de gens essaient de mettre de l'argent à l'abri, puis ça, je vous le conseille, présentement, que ce soit l'or, que ce soit dans l'immobilier. Mais juste vous dire qu'une maison moyenne, OK, qui était évaluée à 357 000 en 2016, ça c'est une statistique américaine, eh bien, ça prenait 968 bitcoins en 2016 pour s'acheter une maison de 360 000 en 2016. En 2020, OK, eh bien, la maison est montée à pas loin de 400 000. Eh bien, ça prenait 41 bitcoins. Donc, on est passé de 968 bitcoins à 41 bitcoins. OK? Et aujourd'hui, en 2024, une maison d'un demi-million, OK, 500 000 US, ça prend 12 bitcoins. Et plus ça va aller, ça va prendre 4 bitcoins, 3 bitcoins, 1 bitcoin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que oui, même si vous trouvez que l'immobilier, ça prend de la valeur, mais en achetant du bitcoin, ça prend encore plus de valeur. OK? C'est pour ça que Grant Cardone, OK, lui, il prône beaucoup, c'est un ancien propriétaire immobilier, il propose que le bitcoin. Pourquoi? Il s'est dit, écoute, c'est le meilleur asset. OK, je n'ai pas à entretenir, je n'ai pas à payer de taxes, je n'ai pas à tondre la pelouse de tout mon parc immobilier. Il dit, moi, j'achète cet actif-là et il ne fait que monter de prix. OK? Donc, c'est vraiment très, très, très révélateur. Le fait que plus ça va aller, plus que je vous l'ai déjà dit, l'actif smart money qu'on appelle l'argent intelligent, c'est-à-dire les investisseurs qui commencent à s'informer, qui commencent à être un peu plus futés, si on peut dire, ben, ils commencent à se placer non seulement dans l'or, mais surtout dans le Bitcoin. Donc, je vais mettre ce petit tableau-là, je le trouve très révélateur. Donc, je répète, 2016, ça prenait 968 Bitcoins, 2020, 41, et 2024, 12 Bitcoins. Fait que d'ici une couple d'années, 4-5 ans, il y a des bonnes chances que ça prenne un Bitcoin ou un demi-Bitcoin. D'accord? D'où l'importance de continuer à faire le cost average purchase, c'est-à-dire l'achat moyen que je vous ai fortement suggéré d'acheter du Bitcoin, que ça monte, que ça descend, mais avoir une habitude, comme un compte d'épargne, comme le petit écureuil qui ramasse ses noisettes pour l'hiver, OK? Parce que winter is coming, l'hiver s'en vient, OK? On parle de plus en plus d'un clash économique, soit, d'après ce que les gens disent, soit un petit peu avant les élections ou après les élections, d'accord? Parce que c'est pas tellement le fait que ça soit Trump, c'est que l'économie est à bout, comme on dit ici au Québec, OK? Donc, c'est vraiment important. Et ceux qui écoutent ça pour la première fois, suivez notre chaîne Telegram où des fois, j'envoie des alertes. Et il va en avoir de plus en plus parce que plus on va s'approcher des élections, plus ça va bouger, OK?
toute façon, c'est déjà en train de bouger au niveau socio-économique, au niveau politique. Je ne vous le cache pas et je pense que vous en êtes pas mal conscient. Donc, les gens qui se plaignent que ça coûte de plus en plus cher, OK, ou c'est de plus en plus difficile de ramasser de l'argent, si vous gardez votre argent dans les banques, vous êtes en train de perdre de l'argent. Pourquoi? Parce que les banques vont vous donner peut-être 1,5%, 1% par année et vous vous faites bouffer par l'inflation qui est à 3, 4, 5%. D'accord? Donc, l'option du Bitcoin, c'est vraiment intéressant. Aussi, je vais mettre bientôt, après mon retour du voyage du Salvador, très important, je vais partir un petit cours. Je vais mettre des vidéos, des tutoriels, mais les gens qui sont un peu insécures, puis ils ont besoin de coaching, je vais pouvoir offrir ça, soit par Zoom, soit personnalisé ici au Québec. Mais si vous m'appelez de la France ou de l'Afrique, on va peut-être pouvoir faire ça par Zoom. Non seulement en comment acheter du Bitcoin, comment avoir une wallet décentralisée, mais aussi, chose très importante, comment protéger vos clés, OK? Les 12 mots. Ça, c'est hyper important, OK? Si vous n'avez pas vos clés, vous avez pas vos cryptos. Et c'est pas en les mettant dans Coinbase, dans Binance. Oui, ils font un très bon travail, OK? Mais oubliez jamais, c'est custodial par eux, c'est-à-dire c'est eux autres qui ont la garde, OK? Ils ne sont pas à vous tant que vous ne les avez pas dans votre portefeuille, dans votre poche, OK? Quelque part caché, OK? Les 12 mots, que ce soit dans le jardin ou que ce soit dans le chalet, peu importe, c'est sérieux ce que je vous parle, parce que le Bitcoin n'est pas prêt de s'arrêter, d'accord? Donc, juste pour finir ma petite rubrique sur le Bitcoin, pour ceux qui ne le savent pas, euh, du, euh, du 8 au 22 novembre, je vais être au Salvador, je vais faire un gros reportage ou sur une très grosse convention mondiale qu'il y a au Salvador, qui est faite pour les entrepreneurs, les gens qui veulent construire des ponts, les gens qui veulent aller de l'avant. C'est une conférence mondiale pendant 2 jours. Et je vais faire mon petit reportage. J'essaie de rencontrer des gens. On a un très bon contact, Charlie, qui se trouve être un des organisateurs, qui fait des podcasts surtout en anglais et en espagnol. Ben, c'est un de nos contacts. Et puis sûrement que je vais vous le présenter dans une petite capsule vite, vite, on the spot, comme on dit. Mais aussi, je vais ramasser beaucoup d'informations. Je vais vous dire quelles sont les tendances, qu'est-ce qui s'en vient, quels sont les modes de paiement qui s'en viennent et comment que le Bitcoin et le blockchain Bitcoin est en train de transformer la planète entière parce qu'il n'y a pas que le Salvador, il y a en Afrique, en Asie et aussi un peu partout dans le monde, ça bouge beaucoup. Donc, il va y avoir une émission sur le Salvador. Aussi, ce que je vous prépare avec une de mes collègues, c'est un newsletter pour des investisseurs avisés, d'accord? Et ce newsletter va tout simplement être que de l'information que je vais vous partager, avec une information très exclusive, très recherchée sur des placements, des investissements de niche, que ce soit dans la crypto, que ce soit dans le Bitcoin, dans les mines, dans les startups, que ce soit ici ou à l'étranger, parce que souvent, lorsqu'on sort des sentiers battus, on peut trouver des pépites d'or, des pépites de Bitcoin, OK, qui peuvent vraiment nous aider à vraiment passer à travers, parce que le coût de la vie monte, la situation économique se fait de plus en plus difficile. Et aussi, il va y avoir un volet pour ceux qui aimeraient peut-être voir quelles sont les possibilités de s'établir ailleurs. OK, c'est toutes deux choses qu'on va vous amener à travers l'entre-deux et à travers ce newsletter. Mais chaque chose en son temps. Continuez à suivre notre l'émission, bien sûr, et aussi la chaîne Telegram. Je vais mettre le lien en dessous, d'accord? C'est très important de rester informé. Donc, je vous reviens avec le volet économie et géopolitique. Tantôt. OK, donc on va parler maintenant de géopolitique et économie. Euh, il y en a pas mal. Écoutez, je vais commencer par la première chose. Il y a un meeting qui va se faire très bientôt à Kazan, OK? Les BRICS, OK,
vont se rencontrer et on parle de plus d'une trentaine de pays, 34, 35, on sait pas trop, ok, avec 24 leaders qui vont se ramasser à Kazan et ça va être, c'est Poutine qui va accueillir les BRICS, d'accord, cette année. Et il y a beaucoup de rumeurs qui parlent d'un nouveau système de paiement, de nouveau système qui va remplacer le système SWIFT. OK, pour ceux qui ne le savent pas, lorsque vous faites un virement bancaire où les grosses firmes ou les grosses banques s'envoient de l'argent, ils utilisent un vieux système des années 60. Ouais, un système de fax qu'on l'appelle SWIFT. Et les États-Unis ont le contrôle de ce système-là. Donc, lorsque les Américains veulent faire du weaponize the dollar, ça veut dire rendre le dollar belliqueux, au genre, je t'aime pas la face, j'aime pas ce que tu fais, je te coupe du système de SWIFT. Mais ça arrive souvent que ces pays-là, ils ont le bec à l'eau. Donc, on parle des pays que vous avez sûrement entendu parler, des pays soi-disant anti-occidentaux, que ce soit la Russie, l'Afghanistan, l'Iran, le Venezuela, tous ces pays-là. Donc, à force de faire ça, mais beaucoup de nations, de plus en plus, qui ne sont pas dans le giron du G7 ou du G20, OK? Mais ils se posent de plus en plus de questions. Ils disent, si on réussit à couper les vivres financières d'une certaine façon à la Russie, nous, qui on est encore un plus petit pays de l'Asie du Sud ou de l'Amérique du Sud ou de l'Afrique, peut-être que j'ai peut-être intérêt à aller à ces sommets-là du BRICS. Donc, le BRICS est en train de gagner en force. Pour ceux qui ne le savent pas, le BRICS, le produit intérieur brut de tous les pays qui sont dans le BRICS vient de dépasser celui du G7. On parle de plus de 50 à 60% de la population mondiale. Donc, c'est quelque chose là, qui prend beaucoup, beaucoup d'ampleur. Donc, il est très important de suivre un peu qu'est-ce qui se passe avec ça parce que de plus en plus de pays sont en train de se tourner au BRICS. Je sais que, si je ne me trompe pas, c'est le Kosovo, ou en tout cas, c'est un pays des Balkans qui a laissé la communauté européenne. Il a dit à Madame von der Leyen, bye-bye. Il dit, je suis tanné d'attendre après ma demande pour entrer dans la communauté européenne. Je m'en vais au BRICS. OK? Donc, ça a secoué un peu la communauté européenne parce qu'il y a vraiment, je dirais pas un clash, mais disons que on commence à voir que l'Occident est en train de s'isoler de plus en plus. OK? Et le reste de la planète est en train de se regrouper de plus en plus, surtout à travers une association, surtout économique, qui s'appelle le BRICS. Donc, c'est pour ça que je le suis. C'est très important parce que, en général, dans les nouvelles officielles, OK, ça va passer en dessous du radar. D'accord? Et qui dit nouvelle communauté économique dit éventuellement une nouvelle monnaie, un peu comme l'euro pour la communauté européenne. Donc, on parle même peut-être d'une monnaie digitale. Le BRICS, ils l'ont déjà dit, ils veulent backer ça avec de l'or et du pétrole, et peut-être du Bitcoin, on ne sait pas. Mais vous savez, aujourd'hui, la situation est tellement instable qu'il faut vraiment ouvrir ses balises, puis vraiment s'informer qu'est-ce qui est en train de se passer. D'accord? Donc, on parle ici du BRICS Pay. Le BRICS Pay, c'est une nouvelle technologie blockchain. Je vais mettre un petit lien pour aller sur le BRICS Pay. Donc, c'est vraiment un système alternatif qui fait en sorte que les gens vont commencer à utiliser leur propre monnaie à eux autres et surtout vont délaisser le dollar. OK? Est-ce que vous devez savoir ce qui fait la puissance de l'Empire américain? Ce qui faisait la puissance, c'était le dollar. Le fait que vous soyez en Inde, que vous soyez au Brésil, eh bien, si les hindous, fallait qu'ils achètent, je ne sais pas moi, du blé brésilien, ils étaient obligés d'acheter des dollars, puis les Brésiliens étaient obligés d'accepter les dollars parce que tout se faisait qu'avec des dollars US. Et vous savez, lorsqu'il y a une très grosse demande depuis les années 70, mais ça fait en sorte que la valeur du dollar US ne faisait que s'apprécier, d'où ce qu'on appelait les pétrodollars. D'accord? Mais aujourd'hui, l'histoire est en train de changer, non seulement à cause des BRICS, mais aussi les Émirats arabes, OK?
l'Arabie Saoudite maintenant, qui a dit bye-bye au pétrodollar, puis est en train de courtiser les BRICS de plus en plus parce qu'ils veulent sortir du giron américain. Donc, on voit que le roi est nu. OK, l'Empire est en train de s'écrouler. Et si vous regardez, vous écoutez beaucoup de podcasts américains au niveau financier, au niveau politique, ils le savent. D'accord? Donc, c'est une question de temps. Fait que les BRICS aussi, ce qu'ils veulent faire, c'est se mettre à l'abri le plus vite possible parce qu'ils savent que le dollar est en train de perdre des plumes. J'ai écouté Pompliano. C'est un gros podcasteur de crypto qui passe à MSNBC. D'accord? Et il le disait que depuis les années 80, le dollar a perdu plus de 50% de sa valeur. OK? Donc, souvent, les gens ils disent « Waouh, ma maison est en train de prendre de la valeur. » C'est pas tellement que ta maison prend de la valeur. Tu n'as pas rénové ta toiture. Tu n'as pas plaqué hors ton entrée, ton driveway. OK? C'est tout simplement que le dollar canadien, l'euro et le dollar américain, ils perdent de sa valeur. Le pouvoir d'achat, on est en train de le perdre. D'accord? Donc, on est en train de rentrer dans ce nouveau paradigme et c'est pour ça qu'il faut porter attention aussi avec qu'est-ce qui se passe avec les BRICS. Je sais que le Salvador, au niveau stratégique, sont en train de faire des moves, mais ça, je vous reviendrai avec le Salvador, OK, vers la fin novembre dans ma prochaine émission. Oui, cette émission que vous écoutez, ça va être la dernière de novembre, d'octobre, excusez. Et la prochaine, ça va être après mon retour du Salvador avec des très grosses nouvelles pour vous tous. OK? Donc, n'hésitez pas à partager ce vidéo YouTube. D'accord? Donc, il y avait ça. Et aussi, j'avais vu ça passer, peut-être ça va faire 3 semaines ou 4 semaines. Non, peut-être 3 semaines de ça. Bank of America says widespread outage is nearly fixed. C'est-à-dire que Bank of America, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'ils ont eu un shutdown, un problème informatique. Plus de 30 000 Américains n'avaient pas accès à leur compte de banque. OK? Et plus de 30 000 Américains, surtout dans la côte ouest, ce que j'ai vu, OK? Eh bien, se sont retrouvés avec un message d'erreur à l'écran lorsqu'ils allaient au guichet automatique. Et puis, ça a duré un certain temps, je crois une couple de jours. OK? Tout ça pour vraiment donner froid dans le dos, parce que c'est vraiment effrayant lorsque vous avez besoin d'argent et vous allez à la banque, vous vous rendez compte que le guichet ne marche pas. OK, c'est peut-être une erreur, mais lorsque ça fait plus qu'une journée ou deux, eh bien, écoutez, ça fait réfléchir. Pourquoi je vous parle de ça? C'est que je vous l'ai déjà dit, notre système bancaire est à l'agonie, d'accord? Donc, gardez le strict minimum, OK? Et puis, mettez ça à l'abri. Je vous ai déjà parlé de commencer à acheter du Bitcoin, acheter de l'or, ou même mettez ça en dessous du matelas, OK? Mais ne laissez pas ça à la banque, ou du moins laissez juste ce qu'il faut pour payer vos factures et tout ça, d'accord? Surtout dans les temps qu'on va rentrer qui vont être de plus en plus tendus. Il y a tout un dossier des banques, surtout américaines, qui sont en train de craquer, d'accord? Et puis, j'avais un autre article aussi, si je ne me trompe pas, que je voulais vous parler. Ça, c'est... attendez un petit peu, je l'ai vu, c'est Pierre Jovanovic. Voilà. Pierre Jovanovic, OK, qui nous parle de la banque TD. Est-ce qu'il y en a qui ont des comptes dans la banque TD? Moi, j'en suis un. Mais je parle surtout de la banque TD USA qui a été mise à l'amende pour 3 milliards par la SEC, Security and Exchange Commission. C'est un peu l'AMF des États-Unis. OK? Parce qu'ils ont été pris la main dans le sac en train de blanchir l'argent des narcotrafiquants. OK? L'argent de la drogue. OK? Un peu comme Wells Fargo a été pogné, un peu comme les grosses banques, la JP Morgan a été pognée. Donc, c'est encore l'histoire qui se répète. Alors, pourquoi que les banques blanchissent de l'argent, surtout de la drogue? C'est que les banques sont en manque de liquidité. OK? Ça, c'est des signes, c'est des messages. OK? Quand une banque est obligée de fermer les yeux sur une activité criminelle comme ça, vous devez vous poser des questions. C'est parce qu'il y a anguille sous roche.
D'accord? Donc, je ne vous le dirai pas assez. C'est un autre avertissement que vous devez faire attention avec ce qui est en train de se passer avec le, le système bancaire. D'accord? Donc, je vous reviens avec deux autres petites dépêches avant le mot de la fin. OK? Je viens de les trouver. Merci. Avant de passer au mot de la fin, je vais vous parler des dernières petites dépêches que je voulais vous partager. Et il y a quelque chose qui m'a flashé encore parce que souvent on a le débat. Beaucoup de gens, surtout des spécialistes, qui essaient de débattre entre qu'est-ce qui est meilleur, avoir de l'or ou avoir du Bitcoin. Moi, je prône qu'il faut avoir un peu les deux. Par contre, le Bitcoin, pour moi, il y a un atout très important que l'or n'a pas, c'est que le Bitcoin ne peut pas se faire confisquer. On ne peut pas le saisir. D'accord? Et ça m'a amené à poster ce qui est arrivé le 1er mai 1933 sous Roosevelt, d'accord? L'ancien président, OK, où il a sorti un ordre exécutif, OK, que l'or des États-Unis, OK, tous les habitants qui possèdent de l'or devaient ramener l'or à leur banque du coin, d'accord? Pourquoi? Parce que les États-Unis en avaient besoin, c'est une question de sécurité nationale, OK? Euh, la joke est qu'ils l'ont acheté à un prix un peu plus bas. Et quand la loi a passé, ils ont rempli les coffres. Eh bien, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont augmenté le prix ils ont statué que le prix, exemple, ils l'ont acheté à 25, maintenant il vaut 35, d'accord? Et ça a fait que la valeur des assets du gouvernement a été amplifiée, mais ça a créé aussi beaucoup de frustration parce que les gens se sont sentis qu'ils se sont fait avoir, d'accord? Mais aussi quelque chose que cette loi-là disait qu'il pouvait y avoir des pénalités très sévères pour l'époque, OK? On pouvait soit avoir 10 ans d'emprisonnement si on te trouvait que tu cachais l'or et tu ne l'as pas ramené au gouvernement, OK? Ou une amende de 10 000 dollars. Une amende de 10 000 dollars en 1933, avec l'inflation, imaginez aujourd'hui, serait peut-être proche de 50, 60 000 ou peut-être plus, OK? Mais juste vous dire que les gens qui possédaient de l'or et même s'ils l'avaient dans leur jardin, ils pensaient qu'ils étaient à l'abri, il faut faire attention. Parce que rien ne dit qu'avec la situation actuelle, les gouvernements peuvent sortir un décret, peuvent sortir une loi. Vous savez, notre clown Trudeau, il nous a déjà fait le coup avec, la loi qui a fait saisir les comptes de banque des truckers, des camionneurs ici au Canada. D'accord? Donc, tout peut arriver. OK? Et c'est pour ça que je tenais à vous dire, oui, l'or, c'est bon, mais Bitcoin, c'est encore mieux. OK? Et puis, il y avait autre chose que je voulais vous partager. Non, ça, je vais revenir à la fin. C'est sur le Salvador. OK? Il y en a peut-être qui se posent des questions. Pourquoi, Adrien, tu vas là? Oui, c'est vrai, le Bitcoin est rendu légal au Salvador, mais c'est beaucoup plus que ça. Parce que le président Bukele est en train de vraiment bien faire les choses. Et le président Bukele, récemment, a annoncé que les livres du pays sont corrects. Le budget balance. On n'a jamais connu ça, en tout cas depuis que moi je suis arrivé ici en 79. Je n'ai jamais entendu parler de ça, que le Canada n'a pas fait de déficit cette année. OK? Parce que toutes nos sociétés, OK, que ça soit en Europe ou quoi que ce soit, mais ils vivent sur du temps emprunté à cause qu'ils sont obligés de faire déficit par-dessus déficit, OK? À cause du système, la façon que le système financier est fait, il faut s'endetter pour nourrir la machine. Eh bien, le Salvador a annoncé qu'ils ont atteint l'équilibre budgétaire. Et ça a fait fulminer l'AMF. Savez-vous pourquoi? Parce que l'AMF voulait absolument que Bukele ne passe pas la loi sur rendre le Bitcoin légal. Donc, les élites aujourd'hui sont
sont furieuses. C'est ce que l'article de Zero Hedge dit, parce que le pari que le Salvador a fait sur le Bitcoin, eh bien, ça a payé. Ça a payé. Pour ceux qui ne savent pas, le Salvador achète un Bitcoin à tous les jours. Et il y a d'autres pays qui ont commencé à faire la même chose. Je crois que le Bhoutan, OK, c'est un autre. Et d'autres pays des Émirats arabes s'en viennent aussi. Attention, pour ceux qui suivent un peu le cours du Bitcoin, à n'importe quel moment, on s'attend à la chandelle de Dieu. Dernière émission, je crois, je vous ai parlé un peu de la chandelle de Dieu. Ça, c'est quoi? C'est peut-être un demi-trillion ou 1 trillion, donc 1000 milliards qui vont être achetés par... on s'attend d'un moment à l'autre par des gros fonds d'investissement des Émirats arabes. OK? Puis ça peut faire doubler, OK, le Bitcoin d'un coup. D'accord? Mais si vous ne voulez pas stresser avec ça, faites comme je vous dis, en achetez un petit peu à toutes les semaines, aux 15 jours, à chaque mois. OK? Stressez pas avec ça, ça monte, ça descend, vous dormez bien, la vie est belle. Parce que vous savez que sur le long terme, j'ai déjà fait plusieurs graphiques, ça ne fait que gagner de plus en plus. OK? Autre chose sur le Salvador, puisque vous allez en entendre parler de plus en plus, eh bien, il y a un graphique, puis ça, tout ce que je vous dis ici, je vais vous l'afficher, où c'est marqué l'endroit où les gens ont le moins peur pour leur sécurité en 2023. OK? C'est marqué Do you feel safe walking alone at night in the city of the area where you live? Est-ce que vous vous sentez en sécurité lorsque vous marchez la nuit dans votre ville? Eh bien, l'endroit où on se sent le plus sécure, OK, c'est le Koweït. OK? Et je regardais ça. L'endroit le moins sécure présentement, on se sent, c'est l'Équateur. Et devinez qui est au-dessus du Luxembourg et du Switzerland, de la Suisse? OK? Le Salvador. D'un des pays les plus dangereux, il y a une couple d'années, c'est rendu un des pays les plus sécures. Donc, c'est pas pour rien que je tenais à aller là-bas et c'est pas pour rien que je vais vous faire aussi un petit reportage parce qu'il faut que vous le sachiez, faut que vous soyez au courant. Voilà, donc c'était ma capsule géopolitique et économie. Donc, on revient avec le mot de la fin. À tantôt. OK, c'est parti. Donc, le mot de la fin aujourd'hui, ça va être équilibrium, equilibrium, du latin équilibre, OK, ou balance, OK. Ça me fait penser un peu à Equalizer, comme on dit en anglais, avec le film de Denzel Washington, où le justicier ramenait le pendule de la justice. Vous savez que la justice est souvent représentée avec une femme les yeux voilés et avec une balance. D'accord? Pourquoi? Parce que la justice fait partie de cette logique de l'univers qui fait que toute chose doit reprendre son ballon. Et lorsque on reçoit justice, mais on reçoit l'équilibre. C'est un peu comme j'ai travaillé dans le domaine des assurances, ça me fait penser à ça. C'est que lorsque vous réclamez, lorsqu'il est arrivé un pépin, un accident, et vous avez pris une assurance, ben, l'assurance va toujours vous payer ce dans la situation que vous étiez avant. Donc, elle va ramener un équilibre. OK? C'est un peu comme le pendule. Vous savez, le pendule qui bascule lorsqu'il revient à sa zone zéro. OK? Donc, la zone centrale, ceux qui font la méditation, on appelle ça la zone neutre. OK? Le point zéro, donc le point zen. Donc, l'univers, lorsqu'on est tout petit, on nous apprend, lorsqu'on apprend à marcher, mais la première chose qu'on apprend, c'est d'essayer de trouver notre ballon pour commencer à marcher, commencer à bouger. Lorsqu'on se promène en vélo, c'est aussi très important qu'on commence vraiment à trouver son équilibre. D'accord? Donc, il y a la notion de justice, il y a la notion de gravité. Lorsqu'on est bien équilibré sur nos deux pattes. D'accord?
Et il y a aussi tout un... Ça me fait penser, lorsqu'on parle d'équilibrium, équilibre, c'est toute cette espèce de système égalisateur, OK? Qu'il est hyper important et c'est très important d'être équilibré dans la vie, OK? Lorsqu'on s'en va dans un extrême, on peut aussi courir après des problèmes, que ce soit des problèmes de santé ou même des problèmes mentaux, OK? Et lorsqu'on observe la nature, lorsqu'on observe l'univers, eh bien, on se rend compte que tout cherche à retrouver son équilibre. OK? Tout dans la nature. Que ça soit lorsque vous voyez les animaux, que vous voyez les plantes pousser ou que vous voyez l'eau, la façon qu'elle se déplace, l'eau cherche toujours son équilibre. OK? Ça me fait penser au fait que moi, je suis un artiste peintre, lorsque je monte des toiles, je veux m'assurer qu'elle est à égalité, fait que je mets un équerre avec une bulle d'eau et je m'assure que l'eau est au centre. Pourquoi? Parce que ça me dit que la toile est vraiment horizontale. OK? Elle est vraiment droite, comme on dit. Et lorsqu'on travaille dans la construction, euh, lorsqu'on achète une maison, on veut s'assurer que les murs sont pas croches. OK? Donc, tout vraiment est à sa bonne place, tout est équilibré parce que, comme dans une maison, on ne veut pas que ça s'effondre. OK? Mais malheureusement, c'est pas ça qui est en train de se passer. euh, je vous lance cette métaphore-là au niveau de la société. OK? Mais j'y arrive un peu plus loin avec la société. Donc, lorsqu'on voit la perspective au loin, lorsqu'il y a un coucher de soleil, où on voit la mer, ça fait une ligne vraiment horizontale, une ligne droite. Pourquoi? Parce que la gravité garde l'eau, OK, du moins dans la perspective qu'on voit d'une façon droite. OK? L'eau respecte la gravité, elle n'a pas le choix. Donc, il y a des lois, il y a des lois d'équilibre que la nature, ça va de soi, elles vont respecter. D'accord? Même les animaux. OK? Souvent, là où ça crée un déséquilibre, c'est lorsqu'il y a l'intervention humaine. Ça me fait penser à une expérience que j'avais vue dans National Geographic ou dans le coin de l'Alaska. Ils trouvaient qu'il y avait trop de loups qui s'attaquaient à des caribous dans une pointe. Et ils ont voulu faire une expérience. Ils ont dit, qu'est-ce qui arriverait si les caribous qui restent dans cette grande île, eh bien, on enlève les loups. Donc, ils les ont tués, ils ont complètement éliminé les loups, qui étaient vraiment un prédateur naturel avec les caribous. Et ils sont revenus une couple d'années plus tard, il n'y avait plus un caribou. Vous savez pourquoi? Ils sont tous morts de faim. Ils ont tout mangé ce qu'il y avait sur place, il n'y avait plus de bouffe. OK? Et ils sont morts de faim. Donc, le loup gardait un certain équilibre dans le ratio loup-prédateur et avec les caribous. Donc, comme ça, il y avait assez de nourriture euh, dans les arbres pour nourrir les caribous. Et lorsque l'humain a voulu intervenir, ça a fait, euh, ça a fait patate. OK? Comme ça arrive souvent. OK? Ça me fait penser aussi de l'équilibre qu'on trouve dans la musique. Aujourd'hui, je commence à faire beaucoup de musique électronique et lorsqu'il y a une séquence, eh bien, c'est quand même drôle parce que lorsqu'il y a des notes plus hautes, on l'entend même si on ne les fait pas, les notes plus graves. Fait que on sait que tout doit se compenser. Pourquoi? Pour que la mélodie trouve son harmonie, ok, trouve son équilibre. Ok. Donc, on doit avoir des notes qui s'accordent, qui s'équilibrent, donc des notes qui sont hautes, qui sont appuyées par des notes les plus graves. Et les fréquences, c'est quelque chose de hyper important parce que c'est pas juste de la musique. Ok. C'est aussi les fréquences que nous, on émet. Ok. Ce qui est les fréquences que nous, on a, de laquelle on se nourrit au niveau intérieur. Est-ce qu'ils sont hautes, sont basses, est-ce qu'ils sont tordus? OK? Donc, tout cherche un équilibre de façon naturelle. OK? Donc, cette règle, ce concept est là pour maintenir l'ordre et l'harmonie dans l'univers. OK? Le point zéro, le calme, la paix, la zone zen. OK? Ni trop chaud, ni trop froid, ni trop éclairé, ni trop obscur, ni trop noir, ni trop blanc. OK? Ces concepts font partie de nos vies depuis des millénaires. OK? Je vous apprends rien. Par contre, en grandissant avec la vie de tous les jours, on tombe dans le déséquilibre, on tombe dans les extrêmes, on tombe dans les émotions et des fois,
on est obligé de se ramener. Et si vous ne le faites pas, faites-vous-en pas. La vie va vous ramener à l'équilibre et des fois, ça peut être très drastique. Vous pouvez tomber de haut, on peut vous ramener d'un autre extrême. OK? Et l'homme, l'être humain, lui, c'est un être qui joue avec cet équilibre. OK? Et des fois, va un peu trop loin. Il est un petit peu borderline, il est trop edge. OK? Des fois, il se fait avoir. OK? Et aujourd'hui, nous vivons dans une époque extrême où les choix de société, les ajustements sont en train d'affecter cet équilibre, non pas juste au niveau écologique, pas juste au niveau des comportements, pas juste au niveau des guerres, OK? Mais présentement, on est en train de voir un déséquilibre mental de plus en plus, parce qu'il faut l'avouer, c'est pas juste une économie qui va pas bien, nos économies sont débalancées, nos sociétés mentalement sont débalancées, OK? Sont malades, OK? Et si je vous parle de ça, vous savez, mon émission a surtout une tendance, une connotation économique, c'est qu'au niveau économique aussi, donc que ce soit dans l'environnement avec les pollutions à outrance, avec les enjeux sociaux où les gens sont divisés, sont poussés à l'extrême. Moi, je suis pour Kamala Harris. Moi, je suis un républicain. Moi, je suis un démocrate. C'est drôle parce qu'ici au Québec, je ne sais pas à quel point vous, en France, vous connaissez, vous êtes affecté par ça. C'est que je vois des gens très émotifs vis-à-vis Trump ou contre Trump. Mais là, moi, je le regarde, je dis, ben, attends, t'es au Québec, au Canada, c'est quoi le rapport avec Trump? OK, pourquoi? Parce que les gens se laissent aller aux émotions, se laissent aller à ce déséquilibre. Par contre, les enjeux, c'est les États-Unis. Ça n'a rien à voir avec le Québec ou dans ton quartier. Donc, je ne comprends pas pourquoi les gens prennent ça à cœur. OK? Donc, dans, le, dans le domaine que l'homme, c'est l'homme qui a commencé à se prendre pour un dieu, surtout dans le domaine économique. OK, ça, Pierre Jovanovic qui le disait souvent, c'est que lorsqu'on commence à vraiment pas respecter les règles économiques, l'écosystème, OK, lorsque il y a vraiment des banques, que ce soit des business qu'il faut qu'ils tombent en faillite, rappelez-vous de ce que je vous disais par rapport aux loups et les caribous. Des fois, ça fait partie de la nature, donc les compagnies doivent faire faillite, comme qu'est-ce qui est arrivé en 2008. OK, on a voulu faire un bail-out, on a voulu sauver tout le monde. OK? Depuis, ça fait plus qu'une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, on n'a plus de récession. Pourquoi? Parce que nos gouvernements, les banques centrales, OK, ils impriment de l'argent et continuent à imprimer de l'argent. Ce que ça fait un système complètement désaxé. OK? Et le pendule est rendu à un autre bout. Et qu'est-ce qui va arriver? Bientôt, le pendule, bon, va ramener son équilibre. Donc, économiquement, nos sociétés sont surendettées, sont surévaluées, excusez-moi, de 50 à 60%. Ce qui veut dire que lorsque le coût du balancier va arriver, eh bien, il va y avoir un réajustement économique, il va y avoir une dévaluation, OK? Et ça va frapper, OK? Alors, pourquoi je vous parle de ça? C'est qu'il y a un asset qui est tout à fait équilibré, qui est là à chaque 10 minutes, OK? Il y en a un qui se fait miner, qui a 21 millions, c'est une valeur fixe, OK? Puis que tout le monde a accès, personne ne peut vous le saisir et qui se fait de plus en plus rare, OK? Comme une horloge suisse, il est là, OK? Comme un pendule qui garde son équilibre. Et ça, c'est quoi? C'est le Bitcoin. Je crois que vous le savez, OK? D'où la raison pourquoi des millions de gens partout dans le Bitcoin en parlent et vraiment essaient d'informer les gens. D'où la raison pourquoi aussi je pars avec, au Salvador avec, on va être quoi, 8 autres membres. On va être une belle gang. Pourquoi? Parce qu'il y a des enjeux qui s'en viennent et vraiment, il faut s'informer. Et il n'y a pas meilleure place qu'aller à la Mecque du Bitcoin, El Salvador. OK, les amis, donc, comme je vous disais, c'est ma dernière émission pour le mois de novembre. Donc, dans quelques semaines, après mon retour du Salvador, on parle peut-être fin novembre, je vais vous faire une autre émission de l'entre-deux. Mais d'ici là, je vais surveiller la chaîne Telegram. J'ai envoyé des capsules d'informations, des flash vidéos pour vous dire qu'est-ce qui se passe là-bas, comment ça avance. OK? Et puis, l'important, c'est de garder contact. Donc,
partagez l'émission. Partagez l'émission si vous trouvez que ça a du bon sens, que ça peut faire réfléchir les gens et surtout, ça peut les informer sur un asset, OK, un actif vraiment qui a le vent dans les voiles. Bien, le Bitcoin, je parle, gênez-vous pas. D'ici là, je vous aime tous. Ciao tout le monde.